Effectivement, bon, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. L'objectif, c'est de parler de la formation, la montée en puissance, voire vous verrez sans doute le coaching de manager commercial et pourquoi, en tout cas, c'est une conviction profonde qui est la nôtre. On est persuadé que c'est le levier numéro un de performance dans les organisations. On a un petit ordre du jour. Ouais, merci beaucoup. Si tu peux les passer. On a un ordre du jour qui normalement devrait nous emmener à 20-25 minutes d'échange et de temps de parole avec pas mal de constats, pas mal de contenu. Et comme je le disais tout à l'heure, un temps qui est dédié à la fin. Si vous avez des questions particulières, on jouera aussi, on peut rester un peu plus pour discuter avec vous de sujets particuliers. Sur présentation, je te laisse peut-être te présenter. Qui es-tu, Géraldine? Ouais, bonjour à tous. Du coup, je suis Géraldine Mani, je suis chef de produit chez Up2. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint cette entreprise. Et aujourd'hui, je suis en charge notamment de l'offre de coaching, et d'où le fait que je sois présente, parce que c'est le grand sujet du jour. Eh bien, merci de ta présence. Ouais, Trevor, moi je m'occupe des offres de performance commerciale chez Up2. Donc, on a plusieurs, vous voyez, métiers chez Up2. Le recrutement étant le métier sur lequel on est le plus reconnu. Recrutement de fonctions commerciales et de management commercial. Et on a d'autres activités maintenant que sont la formation, l'accompagnement, le conseil auprès de dirigeants sur des sujets inhérents à la performance commerciale, parce que c'est quand même ça notre mantra. Et on s'est dit que c'était le bon moment de parler de nos managers aujourd'hui qui sont souvent laissés pour compte et à qui on va dédier un bon 25 minutes pour réfléchir ensemble à c'est quoi les constats, c'est quoi les problématiques et c'est quoi les astuces qu'on a trouvées, les bonnes pratiques qu'on a identifiées chez nous et chez nos clients qui permettent de faire des managers un vrai levier de croissance pérenne dans vos organisations. Et bien lancé 2024, du coup, qui commence tout juste. C'est vrai, et bien lancer la rentrée, en profiter pour ça. Donc, si ça vous va, sur les sujets du jour, ça, je te laisse. C'est moi qui les fais. Comme tu veux. Je peux les faire. Effectivement, on va passer un peu de temps sur c'est qui finalement le profil type du manager commercial en France. Donc, un petit état des lieux de la fonction du management. Un des travers qu'on a et qui peut être source aussi de problématiques aujourd'hui quand on parle de management et qu'on y associe le sujet de performance, c'est les dérives de manque de formation, de track record de certains managers et l'impact que ça peut avoir dans les organisations. Et on terminera derrière sur c'est quoi nos astuces et les bonnes pratiques, comme je le disais, pour être capable de bien accompagner, monter en puissance ces managers et faire en sorte que toute l'organisation derrière en profite. Absolument. Merci Trevor pour tous ces sujets. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on commence avec cette première partie. Donc, ravi de vous retrouver, hein, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on vient parler autour des managers commerciaux. Ouais. Ce que je vous propose, c'est du coup de faire un petit état des lieux et de regarder qui ils sont. La France compte pas moins de 110 000 managers commerciaux à date. Et il faut savoir que parmi eux, 68% ont commencé leur carrière en tant que commercial. Et dans ces 110 000 managers commerciaux, on a 60% de ces managers qui sont des hommes. Mais ça passe malheureusement à plus de 80% dans l'univers de la vente. Le girl power, c'est pas encore sur le secteur de la vente. Donc, c'est 60% de managers en France de qui façon sont générale, plutôt des hommes, absolument. Et c'est plus de 80% dans la vente. Exactement. Okay. Merci de redéfinir. Pas de problème, mais je ne connaissais pas la stat, c'est intéressant. Effectivement, girl power, pas tout de suite. Pas tout de suite, exactement. Pour parler des défis aussi auxquels font face ces managers au quotidien, il faut savoir qu'on a formé plus de 50 000 managers avec la notion de formation dont parlait Trevor. On a fait beaucoup d'études auprès de plus de 10 000 d'entre eux et sur ces 15 dernières années. Et du coup, on a clairement une connaissance assez intime de leur réalité. Et il est clairement indéniable que ce métier est hyper exigeant. Et je pense que Trevor, tu fais ce métier depuis quelques années et tu peux le confirmer. Il faut savoir que 2 sur 3 se sentent souvent livrés à eux-mêmes par manque d'outils et de formation adéquate. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est assez intéressante qui met en avant que 8 sur 10 avouent se sentir en difficulté dans leur quotidien au vu des exigences et de la diversité des compétences demandées pour ce métier-là. Et franchement, d'ailleurs, on les comprend. Il faut savoir, avec les récentes perturbations comme la pandémie, ça a clairement changé la donne. Je pense qu'on l'a tous vécu avec des nouvelles habitudes de travail, de plus en plus de télétravail et donc de management à distance aussi qui change clairement la donne dans leur quotidien. Des méthodes de vente à distance qui est clairement un exercice assez différent avec des notions de posture assez différentes aussi qu'on peut rencontrer.
Et l'arrivée encore d'une nouvelle génération. Il y avait des générations Y, maintenant on passe à la génération Z qui arrive aussi dans les entreprises avec une nouvelle mentalité, des nouveaux sujets à traiter, un nouveau mode de management. On a déjà l'impression d'être vieux, même nous en étant Y, de dire ils sont quand même très différents ces Z. Exactement. Ouais, c'est pas ça. Et qui crée clairement du coup des déséquilibres supplémentaires dans le quotidien de ces managers. Et il faut savoir que c'est qu'un début, je pense que vous l'entendez tous, c'est rentre tous dans notre vocabulaire, mais l'intelligence artificielle s'immisce clairement dans le quotidien de nos commerciaux. Chez Up2, par exemple, nos outils sont déjà en train de se transformer dans la manière dont les rendez-vous sont gérés, sont analysés, sont suivis. C'est assez dingue. Moi, j'ai été formée, et je crois aussi toi, Trevor, sur ce nouvel outil qui est hyper puissant. L'IA, aujourd'hui, ils arrivent à faire des comptes rendus des rendez-vous, proposer des questions pour réussir à aller encore plus loin lors des échanges avec nos interlocuteurs, faire des recommandations. C'est clairement autant de sujets qui étaient avant gérés par nos managers et qui sont aujourd'hui gérés par ces nouveaux outils. Donc, évidemment, ça vient bousculer aussi les compétences attendues et la gestion du manager dans son quotidien. Donc, dans un monde où les machines prennent clairement le relais sur ces tâches moins créatives, la valeur réside encore plus du coup sur le capital humain. Ouais. Et du coup, les entreprises qui réussiront demain seront donc celles qui sauront s'appuyer sur des équipes commerciales qui seront engagées, qui seront motivées, et du coup, surtout avec des managers qui sauront transmettre du sens, les faire progresser et les embarquer et inspirer leurs équipes au quotidien. Clairement. Pas simple pour nos managers. Donc. Non, gros chantier. Gros chantier pour nos managers. Effectivement, ça a quand même pas mal bougé. Et il y avait une petite coquille. J'aimerais que ce soit 50 000 managers formés. C'est des gens qu'on a surtout évalués. Formés, on n'en a pas formé autant. Il y a un jour peut-être. Mais en tout cas, c'est des gens qu'on a évalués et les gens avec lesquels forcément on discute sur les process de recrutement. Et dans le cadre des formations et des interventions qu'on fait, on passe aussi forcément pas mal de temps avec les managers qui sont des garants de la performance. Je vais préciser juste ce petit truc. Petit rapport d'étonnement, on s'est dit que, effectivement, tu l'as dit, Géraldine, on passe beaucoup de temps avec les clients. C'est à peu près 500 directions générales qu'on rencontre tous les mois chez Up2. On a une centaine de commerciaux, donc on passe beaucoup de temps sur le terrain et avec les directions commerciales. On se rend compte que dans 80% des cas, les insuffisances de performance sont imputables à un manque d'efficacité de la courroie managériale. Et ça à peu près à tous les niveaux. Et il y a plein d'explications à ça. On leur a donné de plus en plus de responsabilités et ça bouge dans tous les sens. Donc, on a passé un peu de temps à se demander quel était le problème finalement. Et on s'est dit que voilà, c'était peut-être le bon moment de partager avec vous ce rapport d'étonnement. Intéressant peut-être dans le chat de voir si vous êtes en phase, s'il y a d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas vues et qui vous intéressent de creuser, pourquoi pas sur un deuxième temps d'échange. Et en tout cas, vos réactions sont évidemment les bienvenues. Le premier sujet, premier rapport d'étonnement, en tout cas la première contrainte sur les sujets de performance et de management, c'est que on se rend compte que le management est devenu une preuve de reconnaissance sociale par excellence. Et ça, on peut dire merci à l'enseignement supérieur, notamment à nos écoles de commerce. C'est plus des écoles de commerce, c'est des écoles de management. C'est quand même plus vendeur et c'est plus facile pour vendre des années à 12 ou 15 000 euros de dire que vous allez devenir des managers que des vendeurs. Mais ça a complètement perturbé la génération Y dont on fait partie et la génération Z surtout, qui voit dans cette fonction de management finalement une trajectoire presque naturelle. C'est presque un dû quand on discute avec eux finalement des trajectoires d'évolution. Et je pense que vous faites comme moi sans doute passer pas mal d'entretiens. Et moi, je tombe toujours de ma chaise quand je pose cette question de vous voyez où dans 3 ans. Quasi systématiquement, aujourd'hui, des jeunes générations, on va avoir cette question de je veux être manager. Manager de quoi, où, quand, comment, c'est un autre sujet. Mais quand on creuse, il n'y a pas grand-chose. Mais effectivement, on sent que il y a besoin de manager, que c'est important. En tout cas, ils ont ça en tête dès qu'ils commencent dans la vie professionnelle. Une notion obligatoire pour eux dans leur tête. Ouais, en tout cas, c'est la promotion naturelle de s'ils bossent bien, il faut qu'ils soient managers. Et c'est ultra compliqué chez nos clients parce que finalement, ça crée une pression pour les organisations de dire je recrute des gens et ils ne vont pas tous pouvoir devenir managers. J'ai aussi besoin de gens excellents sur la technique, sur d'autres sujets et tout le monde n'aime pas manager. Je pense que ça, on en parlera après derrière. Mais on a pas mal de clients qui nous disent j'ai une promo de 10 qui viennent d'arriver. Je sais que idéalement, le chiffre, un manager, c'est bien quand il s'occupe entre 5 et 8 personnes, pas plus. Donc, sur une promo de 10 personnes, il n'y en a que 1, peut-être 2 qui pourront prétendre demain du management.
Donc, qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce que c'est des gens que je vais perdre de manière systématique? Et c'est un vrai casse-tête pour les fonctions RH de trouver des parcours annexes, retravailler de l'excellence ailleurs. Voilà. Donc, le premier sujet, effectivement, c'est plutôt subi. Le marché et les nouvelles générations s'attendent à avoir du management et il faut être créatif dans l'accompagnement qu'on propose pour leur montrer d'autres voies. Et ensuite, quand on sélectionne son manager, l'erreur, c'est de se tromper et peut-être de choisir effectivement c'est qui le profil de manager qu'on a envie de faire monter. Et de temps en temps, on se rend compte que dans les organisations, le choix du manager n'est pas toujours le bon. Et qu'effectivement, on a tendance à faire monter le meilleur commercial. Ouais. Le meilleur commercial et de se dire finalement, c'est la promotion naturelle d'un job qu'il a bien fait. Et si on fait le portrait robot, on s'est amusé avec Géraldine à faire un peu le portrait robot d'un super commercial versus un super manager. Si on descend un peu dans les compétences et les qualités requises, on peut voir que pourquoi est-ce que c'est une petite aberration. Et donc, si on s'intéresse à la partie de gauche, en termes de motivation, ce qui fait généralement un super commercial chez vous, c'est quelqu'un qui va être motivé par son salaire, et c'est OK, c'est la fonction commerciale, mais qui va aller rechercher de la performance individuelle, qui va aller chercher par son esprit de compétition de la lumière, de la reconnaissance, parce que c'est ça qui le drive, et aller chercher de la compétition. Et c'est des gens qui, effectivement, en termes de motivation, ce sont des gens qui veulent avoir de l'autonomie, qui veulent avoir la main mise sur leur sujet, et qui se concentrent dans la gestion des priorités, souvent sur des actions rapides, sur des temps courts, et finalement, qui sont permanence dans un arbitrage, et c'est pour ça qu'on les aime bien, le côté efficace et héroïste, dans un arbitrage entre l'énergie déployée versus le résultat qui est le leur et celui de l'organisation. Et le fait de faire seul. Donc ça, c'est quand on fait le portrait robot aujourd'hui du super commercial, effectivement, on a plutôt un commercial qui est individualiste dans l'échange et qui est garant de sa performance. Et on se rend compte que dans cette logique de promotion automatique, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est 70% des managers qu'on a aujourd'hui, managers commerciaux français, qui viennent en tout cas d'un track record commercial. Est-ce que c'est 100% d'entre eux qui étaient de super commerciaux ou pas? Ça, je me demandais si j'avais une bestiole dans le dos, mais non, j'ai la tête dans la plante. Donc effectivement, le danger de cette promotion automatique, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune corrélation directe entre être un bon commercial et être un bon manager. Et c'est presque même aux antipodes quand on regarde les motivations et les compétences qui sont attendues, puisque sur le portrait robot du manager, effectivement, on demande d'avoir des managers qui sont altruistes, qui laissent de côté leur intérêt individuel pour se mettre au service du collectif, qui, dans les motivations, sont des gens qui ont envie de transmettre, qui sont des gens qui sont généreux, qui ont envie de faire briller les autres, et c'est comme ça qu'ils prennent de la lumière, et très loin de ce qu'on demande aux commerciaux un peu chasseurs de primes. Et sur la gestion des priorités, c'est accepter de faire, c'est accepter de déléguer, et c'est accepter de se mettre au service du collectif. Et on le voit pour énormément de managers qu'on croise qui étaient d'anciens très bons commerciaux, généralement, ils se plantent. Et il y a une vraie souffrance sur la prise de job parce qu'effectivement, c'est des nouveaux codes et des nouveaux fonctionnements qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense que tu es le premier à avoir été confronté à ça. Dans mes souvenirs, en effet, quand on a l'habitude d'être excellent dans son exécution commerciale et que derrière, il faut former ses équipes, et très souvent, ça passe par les laisser échouer leur rendez-vous pour qu'ils apprennent de leurs erreurs. C'est quelque chose qui est assez dur, en effet, pour un commercial qui passe manager, de se dire je vais le laisser se planter alors qu'il n'a pas envie de perdre son rendez-vous. Ouais, et puis de laisser faire les choses et dans cette logique de temps long et de générosité, c'est pas induit. Certains arrivent à faire la transition, mais c'est pas induit pour tout le monde. Et c'est là où on peut aussi avoir des petits problèmes à contrario. Donc, il y a des différences de compétences, évidemment, là-dessus. Et effectivement, un des autres sujets qui est problématique, c'est que vendeur et manager, on va voir si on se rejoint là-dessus, mais c'est un des derniers métiers, vendeur ou manager, en tout cas, sur lequel il n'y a pas de formation initiale. Demain, tu veux être boulanger, électricien, comptable, que sais-je, tu as un parcours initial. Il y a un parcours initial qui est demandé. Aujourd'hui, tu veux faire de la vente ou tu veux faire du management. Finalement, on va te dire, tiens, prends une équipe, essaye-toi à ça, avec toutes les implications que ça peut avoir. On avait fait une étude sur les managers. On leur avait demandé finalement qui a eu une formation initiale. Je crois qu'on avait interrogé quasi 10 000 managers. Ils étaient moins de 1 sur 2 à avoir une formation initiale. C'était 50%. Donc, ça veut quand même dire, si on met ces stats à l'échelle française, sur les 110 000 managers qu'on a, il y a potentiellement 55 000
qui sont en improvisation dans l'exercice de leur management commercial et qui sont finalement des autodidactes avec les travers que ça peut avoir, qui est que quand j'ai pas de cahier des charges initial, j'ai pas de référentiel managérial, c'est très difficile pour moi de m'évaluer de est-ce que je suis bon ou pas bon dans mon exercice commercial. Et généralement, comme c'est une population quand même assez fière, on leur a posé la question, on leur a dit est-ce que vous trouvez bon dans votre exercice? Et 7 sur 10 se jugent bon ou très bon dans leur exercice commercial. Et ça, c'est encore un autre problème qu'on va voir juste après. Parce que effectivement, ne pas avoir eu de formation initiale, c'est une chose, mais ne pas ressentir le besoin de progresser, c'est une autre problématique. Et effectivement, visiblement, ils seraient assez généreux quand il s'agit de s'auto-évaluer sur leurs compétences commerciales, mais quand on pose la question à leurs équipes, finalement, il y a quand même un autre discours. Et c'est que 35% des collaborateurs qui considèrent qu'ils sont satisfaits de leur niveau d'accompagnement managérial. Donc, il y a un vrai écart entre perception individuelle et perception des équipes. Et c'est dans cet écart-là que généralement se produit quand même tout un tas de petites frictions sur lesquelles tu vas revenir. Donc, effectivement, il y a une problématique là-dessus. Et on va en parler après de tout ce que ça a en termes d'impact sur les organisations commerciales qu'on voit tous les jours. Exactement. Comme l'a dit Trevor, hein, il y a le regard personnel de on est satisfait de soi, mais il y a aussi le regard des équipes qui est hyper important et le regard de la direction aussi du manager. Les risques d'un manque de compétences sont assez importants et on peut le constater dans pas mal d'entreprises avec qui on discute. Il faut savoir que le premier point, c'est la baisse des ventes. Un manager incompétent, et je ne parle pas d'incompétent dans le sens où il est mauvais, mais incompétent parce qu'on parle bel et bien de compétences managériales, ce sont des choses qui se travaillent. Ça peut faire échouer une équipe dans sa motivation, qui conduit forcément, in fine, à une baisse de performance. Au vu du nombre de rendez-vous qu'on a fait sur ces 15 dernières années, on peut facilement dire qu'un manager sur 2, je pense, n'entraîne pas ses équipes de façon régulière. On le voit, hein, leurs missions sont clairement centrées sur plutôt l'aspect pilotage de l'équipe et non sur le développement et la montée en compétences des équipes. C'est ce que disait Trevor, les anciens commerciaux qui passent manager ont ces sujets d'exécution commerciale qu'ils maîtrisent parfaitement. Ils prennent leur poste de manager plutôt sur ces notions de pilotage et ont plus de mal à déléguer sur cette partie, je pense, exécution, qui se fait clairement ressentir. Et faire hyper automatique. Exactement. Et c'est d'ailleurs hyper notable parce qu'une étude a été faite et 2/3 des commerciaux aujourd'hui sont mal formés aux techniques de vente et c'est clairement dramatique. On est clairement dans l'improvisation alors qu'on est les premiers à le prôner chez Up2, mais la vente, c'est pas de l'improvisation et c'est clairement un art, c'est une science et ça se travaille. Il faut savoir que chez Up2, nos managers doivent à minima faire à peu près un rendez-vous par semaine avec chacun de leurs commerciaux. Ils font des entraînements aussi hebdomadaires avec leurs équipes, donc des simulations, des jeux de rôle pour avoir une vraie réalité terrain de ce qui se passe côté client, mais aussi du niveau d'exécution commerciale de leurs équipes. Et c'est ce qui est attendu par la Gen Z, de dire finalement, le salaire, c'est un sujet, mais je viens aussi pour le développement de mes compétences, monter en puissance. Et souvent, ils se retrouvent un peu secs sur des managers dont ce n'est pas la priorité. Exactement. Et d'ailleurs, je vous laisse, alors on ne peut pas discuter en direct, mais je vous laisse vous poser la question de quand est-ce que vos managers ont suivi pour la dernière fois un rendez-vous avec un membre de leur équipe. Sachez que c'est peut-être un sujet ou une compétence à travailler ou à développer en tout cas avec eux. Parce que clairement, on est intimement convaincu, et Trevor l'a dit dans son portrait du super manager, c'est qu'une des compétences clés d'un manager, c'est d'avoir ce rôle de coach pour son équipe au quotidien. Un autre point, c'est les sujets de démotivation. Un manager qui n'inspire pas ses équipes, ça implique forcément un manque d'implication et de motivation. Il faut savoir qu'il y a une étude qui montre que les commerciaux attendent à plus de 65% d'avoir un manager leader qui a ce rôle inspirant et qui les tire vers le haut. Pour avoir discuté avec pas mal de personnes et dans tout secteur confondu, on est tous assez en face pour dire qu'on préfère avoir un manager assez inspirant qui nous tire vers le haut plutôt que de celui qui fait sa vie de son côté et qui on est juste là pour travailler et qui nous apporte pas grand-chose. Finalement, on est tous là quand même pour apprendre de nouvelles choses et sinon, on a plutôt tendance à vouloir partir parce qu'on n'a plus rien à en tirer. Oui. Donc oui, une autre de ces compétences clés, c'est cette notion de leader qu'on a mis aussi en avant. Comment inspirer son équipe, comment leur donner la niaque et comment leur donner envie de se donner à 200% parce que aussi c'est grâce à ça qu'on va aller chercher de la performance. Et dans le milieu commercial, évidemment, c'est ce qu'on veut. In fine, qui dit baisse de motivation, on peut dire aussi des commerciaux talentueux, clairement découragés et qui choisissent de quitter l'entreprise car justement, ils n'ont plus rien à tirer de leur manager et de leur travail. Ouais. Sauf que dans une conjoncture comme celle qu'on connaît aujourd'hui, clairement, le marché s'est retourné où les salariés, entre guillemets, ont le dessus. On ne peut pas se permettre de perdre des bons éléments à cause d'un manager incompétent. Encore une fois, on parle de compétences.
Mais quand on sait le coût que c'est de remplacer un commercial qui peut aller de 50% à 200% de son salaire annuel, ça peut faire un petit peu réfléchir. Ouais. D'ailleurs, une étude a été faite, 60% des départs sont imputables au management fait dans l'entreprise. Donc, je vous laisse vous poser la question sur vos derniers départs. Est-ce qu'une autre forme de management, ou du moins avec un manager plus formé, est-ce que ça aurait pu revoir la donne? Vrai sujet. Effectivement, on ne parlera pas du recrutement en ce moment, mais on sait que c'est compliqué chez tout le monde et chez nos clients. Exactement. Il faut garder au chaud ces talents, une vraie recours. Absolument. On peut parler aussi de la culture d'entreprise. Forcément, le travail, on y passe 80% de notre temps. Donc, on se le dise, y aller avec des pieds de plonge, franchement, je pense que personne n'y a vraiment envie. Donc, une ambiance toxique dans un univers de travail, ça peut avoir un impact considérable sur la productivité d'une équipe commerciale. Je pense qu'on a tous vécu des départs de certains de ses collègues, des périodes de crise comme on a pu connaître à différents moments sur ces dernières années. Et c'est clairement des moments compliqués qui sont à gérer pour un manager pour garder son équipe motivée. Donc, attention aussi à ça. C'est qu'il y a clairement des compétences sur lesquelles un manager peut être accompagné. Et cette notion de gestion de crise fait partie aussi du quotidien des managers. Clairement. On parle aussi des décisions, des décisions stratégiques ou opérationnelles prises par un manager incompétent. Ça peut avoir des répercussions forcément financières, stratégiques négatives sur l'entreprise et jouer in fine sur l'image et la notoriété. L'idée est forcément de ne pas détériorer et aller jusque-là. Et un autre risque, c'est aussi un manager qui prend aucune décision et qui reste dans ses positions parce qu'il est dans cette situation confortable. Chez Up2, il faut savoir qu'on est beaucoup dans le test and learn. On préfère tenter des nouvelles choses, voir comment ça se passe et on ajuste plutôt que de rien faire. Et c'est vrai que en fait, un manager, je pense, qui manque de compétences, forcément, sera pas à l'aise et aura plus tendance à rester dans son confort parce que pour le moment, ça fonctionne et on arrive à aller atteindre, entre guillemets, le minimum qu'il faut. Ouais. Mais pour aller encore plus loin, en tout cas, il y a peut-être ce besoin d'accompagnement et d'être un peu plus poussé pour être plus confortable dans ses positions. Ouais. Mais ça se rejoint, l'immobilisme est quand même constaté un peu partout. Et dans une période où tout va plus vite et tout bouge vite, effectivement, on a aussi besoin de managers qui sont capables de prendre les bonnes décisions et en tout cas de tester des choses, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, mais en tout cas de tester des choses et de se mettre en mouvement, ça c'est sûr. Exactement. Et un dernier point, on est revenu, et plusieurs fois dessus aussi, Trevor, sur la notion de formation. Un manager qui n'a pas les compétences nécessaires pour accompagner et coacher son équipe, forcément, il y aura un moment un besoin d'investissement sur la partie d'accompagnement parce que les équipes ont besoin d'être formées pour performer. Ça fait partie du plan de développement d'un collaborateur. Ça rentre quand vous recrutez quelqu'un. Normalement, vous vendez aussi cette notion de plan de compétences, de plan de développement. Ouais. Donc oui, il est essentiel d'être présent auprès des équipes régulièrement. Il faut savoir, chez Up2, pour ceux qui nous connaissent, en tout cas, on fait souvent le parallèle entre l'univers du sport et de la vente. Un Raphaël Nadal, il n'est pas devenu numéro 1 et resté numéro 1 mondial en tapant dans la balle tous les 36 du mois. C'est clairement de la régularité et du rythme qui fait qu'il en est arrivé là. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir que plus de 70% des commerciaux qu'on a pu interroger souhaiteraient avoir une formation plus approfondie pour se sentir encore plus à l'aise dans leur métier. Donc oui, le manager a clairement cette notion de coach qui est hyper présent et hyper essentiel dans le quotidien des équipes. Donc vous l'avez compris, il y a une multitude de risques à avoir un manager incompétent. Les managers commerciaux en France ont une grande marge de progression, mais c'est la bonne nouvelle, c'est que les compétences, ça se travaille. Oui. Et du coup, Trevor, je te laisse expliquer ce point-là. On n'est pas incompétent à vie. Mais c'est vrai que dans la langue française, il y a quelqu'un d'incompétent et ça sonne comme quelque chose, puis quelque chose qui est là et qui un peu une part. Ouais, exactement. Ça ne bougera pas. Mais si, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est un muscle et que le muscle, ça se travaille. Donc, comment est-ce que dans nos recommandations et nos astuces, effectivement, de ce qu'on voit dans les bonnes pratiques de comment le travailler, je pense que la partie numéro 1, on en a parlé, c'est le manque de formation initiale. Il y a quand même un certain nombre de fondamentaux qui sont ultra importants dans une carrière commerciale, des basiques, comment je fais un feedback, comment je fais un entraînement, comment je gère de la motivation avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a une manière d'adresser les choses, il y a une petite bible ou book de fondamentaux qu'on doit maîtriser quelque part. Et ça, il y a diverses manières de le faire. Soit effectivement, c'est des acteurs externes, soit vous avez la compétence en interne et vous avez réussi à créer finalement ce recueil de bonnes pratiques qui sont des choses qui sont transposables en interne. Et c'est peut-être notre recommandation numéro 1. Si vous avez le temps, prenez le temps de figer les bonnes pratiques commerciales que sont les vôtres et de les transmettre à vos nouvelles générations, aux nouveaux arrivants et aux gens que vous faites monter sur de la fonction. Et enrichissez, ouais, tout à fait, enrichissez ce bout de vente ou ce bout de management et rendez-le accessible chez tout le monde.
et faites de la formation qui soit, ça c'est peut-être important, mais quand on parle de formation avec ces populations-là, c'est des populations qui sont quand même très sollicitées. Il y a un rôle de manager, il y a un rôle de vendeur, ça reste généralement les vendeurs numéro un d'une organisation, donc c'est des gens qui chôment rarement. Donc il faut des choses très pragmatiques, éviter les formations théoriques génériques, choisissez des acteurs de formation qui sont des gens qui connaissent votre métier, votre écosystème, voilà, qui sont capables de faire de transposer en tout cas des bonnes pratiques. C'est généralement un garant de succès derrière dans ces logiques de formation. Soit vous l'avez en interne, génial, prenez le temps de bien le filer et d'avoir quelqu'un dédié à ça sur l'accompagnement de la compétence. Soit effectivement, si vous faites accompagner en externe, choisissez les bons partenaires qui vous ressemblent et qui sont capables de mettre le bon pragmatisme dans la formation. L'autre, et tu connais ça par cœur puisque c'est ton sujet, l'autre sujet qui fonctionne effectivement très bien, c'est le coaching, et c'est généralement une discipline qui est réservée à des gens qui ont besoin de progresser une fois qu'il y a eu ces fondamentaux. Et généralement, il y a quand même une culture un peu française de dire, bon, c'est bon, il a été formé à ce sujet-là, on est tranquille pendant 5 ans. Bon, tu l'as dit, si on fait le parallèle avec le sport, c'est pas parce qu'on a fait 2-3 entraînements sur un sujet qu'il ne faut pas continuer à s'entraîner et à monter en puissance. Le coaching a cet avantage qui permet de mettre de la répétition et d'adresser des sujets très spécifiques. Une fois que j'ai les fondamentaux, j'ai quand même un besoin de manager. Et vous me direz si c'est pareil chez vous. Voilà, chaque manager, après, a des complexités, des sujets spécifiques à gérer dans son équipe. Chaque manager est différent de par sa personnalité. Et donc, chacun a besoin de travailler sur le format collectif à ses limites. Et le coaching, et c'est pas pour rien qu'il prend énormément de place aujourd'hui dans même les budgets formation. Je crois qu'on avait une stat là-dessus, et c'est même sûr puisqu'elle s'affiche sur mon écran. C'est que 25% des organisations ont aujourd'hui une ligne dédiée au coaching dans leur plan de formation et dans leur budget de formation. Alors, beaucoup de grosses structures, c'est vrai, on sent un peu moins les PME sur ce sujet-là, les ETI, mais si je devais vous donner une astuce, c'est que c'est justement sur les PME et les ETI, je pense qu'il y a le plus besoin de vigilance avec des managers qui un rôle encore plus stratégique, ouais, plus important. et puis qui sont souvent assez isolés puisque il n'y a pas un autre manager à qui je peux discuter d'un sujet, d'une problématique. Voilà, donc pensez bien à eux. Une formation initiale, c'est sûr, et de l'approfondissement tout le temps et de l'entraînement régulier. Et je pense que tu nous as préparé quelques astuces sur. Et je rebondis juste sur un point, hein, tu l'as dit, tu l'as évoqué un peu plus tôt, c'est des populations assez fières quand même, les commerciaux et les managers, peut-être encore plus en prenant cette notion et cette mission de management. Ouais. Attendez pas forcément qu'ils viennent vous le demander parce qu'ils n'arriveront peut-être pas à se remettre en question à ce moment-là. En revanche, soyez force de proposition en leur disant, pour que tu ailles encore plus loin et pour qu'on t'accompagne et que tu continues à grandir, bah, proposez-leur du coaching en disant c'est que pour toi et c'est que bénéfique et ça va t'aider dans ton quotidien et même dans ta vie perso, ça peut t'aider. Donc, vraiment continue. Aujourd'hui, le nombre de dirigeants qui sont accompagnés par des coachs, et on a tous des coachs dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, que ce soit coach de vie, coach de sport, etc. Donc, en fait, le coaching, c'est pas quelque chose. C'est pas un acte de faiblesse, ouais. Voilà, exactement. C'est pas un acte de faiblesse, c'est comment aller encore plus loin, comment optimiser tout ce qu'on fait, etc. Ça, je pense, ouais, effectivement, dans les organisations, on a beaucoup de managers qui n'osent pas poser la question, qui n'osent pas demander de la formation, puisque ça serait un aveu de faiblesse. C'est très franco-français, ça. Hein. On n'a pas ça sur les populations commerciales dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, où on est dans cette logique d'accumulation de connaissances et de compétences. Chez nous, il y a une petite gêne, en tout cas, peut-être à demander de l'aide et à lever la main sur de la formation. Alors peut-être que sur le coaching, qui est un peu moins connoté scolaire, ça va accélérer les choses, mais nous en fait. Et maintenant 11h32, donc j'en ai quelques-uns qui commencent à partir, mais vous avez atteint le pic de 47 participants, il y en a 43 en cours, et on a déjà Thierry et Axel qui ont dû nous quitter pour justement faire leur one-to-one sales, et qui vous écoutent attentivement. Mais vous pouvez continuer autant que vous voulez, tout sera disponible en replay de toute façon, comme je l'ai dit dans le chat. Ouais. Voilà, je vous avertis simplement de détailler. Merci. Génial. On va conclure très rapidement, etc. Exactement, etc. Pour parler un peu plus du coaching, et Trevor a déjà donné quand même pas mal d'informations, hein, mais le sujet du jour, c'est coacher ses managers, c'est le levier numéro 1 de la performance. En effet, tout l'intérêt du coaching aujourd'hui, c'est vraiment de proposer un accompagnement qui est individuel et personnel pour répondre à des besoins précis chez une personne en particulier à un moment donné. C'est vraiment tout l'intérêt de ce qu'on vient chercher avec du coaching. L'idée, c'est d'aller challenger les pratiques du manager pour comprendre qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, comment il le fait, pourquoi il le fait comme ça, et ainsi réussir à aller chercher ces fameux leviers de performance derrière. Que ce soit par le pilotage de son équipe, l'optimisation de la performance, l'animation, la montée en compétences, toutes ces notions qui sont hyper importantes aussi autour de comment embarquer son équipe, les notions de communication.
les différences générationnelles, forcément, c'est un peu compliqué à gérer. Donc voilà, c'est vraiment tant les sujets hard skills, vraiment sur les savoir-faire et les notions de compétences techniques. Mais n'oublions pas aussi la partie soft skills sur le savoir-être qui est hyper important. On l'a dit, et demain, le capital humain va être hyper important sur tous ces sujets-là. C'est une certitude. Donc le plus important avec du coaching, ça va être de trouver le bon coach, c'est Trevor l'a dit, avec la bonne expertise, avec qui forcément il y a du feeling, parce qu'on vient quand même se livrer, il y a une certaine relation de confiance qui doit se créer. Et ce sera aussi cette personne qui sera en mesure de vous faire des recommandations, ce sur quoi travailler en fonction de vos objectifs et de vos enjeux. Savoir aussi sur quel sujet travailler, ça ne sert à rien de partir tout de suite dans tous les sens. L'idée, comme on a dit, c'est d'aller travailler et de traiter un sujet très précis, l'un après l'autre, pour répondre à l'enjeu du moment. D'où la notion de travailler dans le temps et dans la régularité aussi. Mais sur des objectifs. Sur des objectifs précis, en effet, pour répondre au fur et à mesure aux enjeux du manager, d'où l'accompagnement peut-être sur une année, par exemple, comme on peut avoir dans beaucoup d'entreprises. Mais en effet... Le conseil, c'est quoi? Éviter les coachings trop génériques. Exactement, choisir un enjeu en particulier et une fois que cet enjeu est réglé, de pouvoir travailler un autre sujet l'un après l'autre. Fermer les portes progressivement. Exactement. Il faut savoir que chez Up2, nous, tous nos managers passent par du coaching et ils ont du coaching régulièrement. C'est quelque chose qu'on propose dans ces notions aussi de plan de compétences et de plan de développement. Et puis ils sont super friands de ça. Exactement. Donc voilà un peu tous les côtés pertinents et d'où le fait que aussi le coaching soit une solution qui nous paraît optimale pour accompagner cette population-là. Ouais. Donc en conclusion, si vous n'avez pas prévu de coacher vos managers cette année, pensez-y. S'ils n'ont jamais eu de formation initiale, ça vaut peut-être le coup de leur donner les bons fondamentaux. Et ensuite, comme tu le disais, de travailler de manière itérative et progressive, petit peu par petit peu, mais de manière répétée. C'est le meilleur moyen d'avoir des managers motivés, bien outillés, bien embarqués, et donc la déclinaison d'équipes en dessous qui en profitent, et des organisations forcément qui grandissent par l'humain et par la performance. Exactement. Ça te va en conclusion? Ça me va, merci pour cette belle conclusion. On va vous laisser un peu la parole par l'écrit, mais est-ce qu'il y a des questions particulières? Sinon, merci pour votre attention. On peut vous laisser 30 secondes pour poser vos questions. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui commencent à partir. Je dis, vous pouvez aussi dire au revoir à ceux qui s'en vont. Vous avez vraiment votre instant tutoring personnalisé et gratuit désormais pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir en tête. Donc, n'hésitez pas. Bon, je sais que normalement, je me retrouve avec 5 ou 6 questions quand il y a 200 personnes et là, on est 37, donc c'est normal s'il n'y a pas de questions. Surtout que vous avez répondu à beaucoup d'enjeux, je crois. Et de toute façon, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour le replay du webinaire. Voilà, on vous laisse encore 30 secondes au cas où. Et sinon, merci à tous. Ouais, merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. On vous a appris plein de choses. Et que ça vous donne envie. Puis forcément, rendez-vous sur Up2 si besoin. Exactement. Alors, tout le monde, merci. Merci Jérémy qui dit merci Jérémy et Thor pour cette excellente présentation très claire et particulièrement intéressante. Merci, hyper intéressant, merci beaucoup. C'est Jean qui nous dit ça. Merci Jean. Jean-Millicent. Et merci Jean-Millicent. Beaucoup de beaux messages. Eh bien super, on peut clôturer là-dessus alors. Attendez, j'en ai 2. Alors, Benoît qui nous demande quel type de formation Up2 propose aux managers. Eh bien, on peut répondre, effectivement. Merci Benoît pour ta question, pour votre question. Alors, il y a différents types de formations dédiées aux managers, soit sur de la formation, soit sur du coaching maintenant. Il y a une première formation qui peut être faite sur de la compétence, c'est-à-dire que là, on va travailler tout ce qui est hard skills, soft skills, et c'est comme un bootcamp finalement. On a des formations en interne où on accueille des managers de différentes organisations pour justement travailler ces fondamentaux sur de la posture ou sur des sujets de compétences pures. Une autre manière qu'on a d'adresser ces sujets de montée en puissance des managers, c'est de le faire avec des boucles du manager, j'en parlais tout à l'heure, de venir dans une organisation et aller chercher chez vos top managers la quintessence de ce qu'ils font mieux que les autres et de la centraliser dans un book de bonnes pratiques. Ça, c'est plutôt un exercice de conseil et de modélisation, en fait, d'aller chercher la donnée et de la centraliser chez vous. Et la troisième réponse, quand il y a des besoins très spécifiques en fonction des managers ou sur des besoins ponctuels, c'est d'avoir le coaching qui offre cette souplesse de pouvoir travailler de manière très fine et d'aller tout de suite mesurer de la progression quasi instantanée dans le temps. Après, si vous hésitez entre formation et coaching, la formation, comme on l'a dit, sera plus là peut-être pour l'aspect théorique. Vous redonnez vraiment les bases et les fondamentaux de qu'est-ce qu'un bon manager commercial. Le coaching sera plus là pour challenger votre pratique actuelle. Ouais. Exactement. Merci beaucoup et merci pour votre question, Benoît. Maintenant, la question de Marie Renaud qui demande, après le livre « Ce que ne font pas les commerciaux »,
Est-ce qu'il y en a un de prévu pour ceux que ne font pas les managers? C'est un bon point, effectivement, la rentrée est dense et les mois sont denses, mais c'est une super question et je ne l'avais pas priorisé. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée on va y penser. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne réflexion. Ouais, on va soumettre une idée. Alors, comme je suis au market, moi, je l'ai déjà envoyé. Et c'était une très bonne idée. Et j'apprécie aussi le titre, Marie. Donc, merci beaucoup. Et voilà, c'était ma dernière question. Si vous voulez donner un dernier mot à nos spectateurs, il reste 30 personnes en ligne. Eh ben, génial. Merci à tous pour votre attention, en espérant vous avoir donné envie de faire les choses peut-être différemment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux ou via Up2 pour discuter avec les personnes en interne qui pourraient répondre à vos questions éventuelles sur ces sujets de montée en puissance de vos populations managériales. Et hâte de discuter avec vous de tous ces sujets-là, en effet. Génial, TikTok, merci à vous pour l'animation et merci à tout le monde de s'être connecté. On vous dit à la prochaine sur les réseaux Up2 pour un webinaire de qualité.